parmi nous. Christian Godin connaît bien l'association. On a eu l'occasion d'écouter d'autres fois sur certains livres, comme La haine de la nature, et puis d'autres livres aussi. Mais on reviendra là-dessus. Je voudrais présenter, comme d'habitude, les prochaines conférences. La prochaine aura lieu le 9 février, jeudi bien sûr, avec Julia Souli, qui est maître de conférence en civilisation américaine à l'UFR Lettres et Arts de l'Université d'Artois, co-directrice de l'équipe Praxis et Esthétique des Arts, auteur de nombreux ouvrages sur notamment le cinéma américain. Et donc le livre qu'elle présente, c'est un petit livre dans la collection L'Opportune, presse universitaire Blaise Pascal. Ce sera donc la cancel culture, partant du paradoxe ontologique qui s'exprime dans l'oxymore, constituant son nom très en phase avec les réseaux sociaux et considérant une volonté sous-jacente de réviser l'histoire. Cet ouvrage envisage la cancel culture, dans le contexte de l'histoire des États-Unis. Il propose de revenir sur l'origine afro-américaine de ce terme et du concept parent, woke, pour en expliquer les stigmates dans la société américaine et son inclusion dans le débat politique en France. Et le jeudi d'après, le 16 février, il y aura une conférence avec Alain Reynaud, qui doit être par là, que vous connaissez tous, de Marx à Terre de Chardin pour une politique transcendante, oui c'est ça. Et donc voilà, ce sera le jeudi 15 février à 20h. Autre chose, il y a le mardi 24 janvier à 20h, salle de l'Agorado à Aubière, il y aura la projection d'un film sur l'amiante. C'est une soirée qui a l'occasion d'aborder d'une façon générale cette grave question des dangers engendrés par l'amiante, avec la projection d'un film qui s'appelle Les Tontons Perceurs, parodie du film Les Tontons Flingueurs, qui permettra d'aborder d'une façon ludique, mais néanmoins sérieuse, ce problème. Il y a plusieurs associations qui y participent, dont les amis de l'UMA, qui sont partenaires avec nous. Et puis tant que j'y suis, parce que bon, c'est une association qui m'est chère, puisque bon, les rencontres philosophiques organisent aussi, vous savez, tous les mardis à 18h30, salle 4 à Jean Richepin, des rencontres philosophiques. Et le mardi 24, il se trouve que bon, c'est deux mardis, bon, il y aura une rencontre sur philosophie et réalité de la géopolitique. Je crois que c'est ça. Et c'est avec, enfin, je ne vois pas assez là, c'est avec Raphaël Spina. Donc le thème c'est philosophie et réalité de la géopolitique. Voilà. Pour en revenir à notre invité de ce soir, Christian Godin. Christian Godin, je pense que dans la salle, tout le monde connaît Christian Godin, puisqu'il fait souvent des interventions, des conférences sur des thèmes très variés. Et bon, Christian Godin, il est maître de conférence, il était maître de conférence de philosophie à l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Vous collaborez à différents journaux périodiques, et puis quelques Marianne, le magazine littéraire, Sciences et Avenir, et vous êtes également connu pour beaucoup d'ouvrages, voilà. Dont, enfin, je ne peux pas tout citer parce qu'il y en a tellement. Il y a par exemple Petit lexique de la bêtise actuelle, c'était en 2007. Le comptoir philosophique, ça c'était en 2007. L'homme, le bien, le mal, entretien avec Axel Kahn en 2009. Le pain et les miettes en 2010. Je crois que vous étiez venu d'ailleurs. C'était une conférence là-dessus. Vivre ensemble et la différence, entretien avec Malek Chevelu. La haine de la nature, je crois aussi que j'étais venu pour présenter ce livre. C'était en 2012. La démoralisation, la morale et la crise. Et puis la totalité, une encyclopédie, enfin une encyclopédie philosophique en 7 tomes, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. C'est 5 tomes ou 7 tomes? 5, 6 tomes. Pardon. Vous avez écrit aussi La fin de l'humanité, vous avez fait aussi des bouquins que j'ai lus qui sont La philosophie pour les nuls, qui a été réédité plusieurs fois. Bon, enfin, il y en a une longue liste.
Qu'est-ce que je voulais dire? Votre livre, je vais quand même lire la 4e de page pour me mettre un peu... On vous entend mal. On vous entend pas. Pardon. Je vais lire la 4e de page pour introduire un peu le sujet. Le monde dans lequel nous vivons est en train de connaître des bouleversements majeurs. Parmi ceux-ci, la perte de la cohérence d'ensemble apparaît comme le plus important, au point que l'on peut se demander s'il existe encore une société. Mais les contradictions insolubles ne traversent pas seulement l'ensemble de la société, elles touchent aussi les individus jusqu'à leur faire prendre leur subjectivité, faire perdre leur subjectivité et leur caractère. C'est à cette double métamorphose qui est consacré le présent livre. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que je trouvais ce livre très riche, puisque il y a beaucoup de réflexions et d'interrogations sur les symptômes de notre société. La schizophrénie, par définition, c'est le rapport au réel qui est modifié, et donc vous parlez beaucoup du virtuel et de la fiction. Vous parlez beaucoup de la discordance cognitive entre le soi social et le moi individuel, et j'ai trouvé ça très intéressant. Vous évoquez aussi sur les dualités constitutionnelles de l'existence individuelle et collective des hommes jusqu'à nos jours, qui sont actuellement en voie de disparition. Ensuite, au chapitre 3, vous parlez de l'éclatement du sujet, et voilà ce que je voulais dire en gros. Mais bon, je vais vous laisser la parole sur ces thèmes qui sont... Ouais, merci beaucoup. Bien, merci pour votre invitation. Donc je vais essayer de donner un aperçu d'ensemble de cet essai qui a été publié il y a 2 ans et qui s'intitule donc « La société schizophrène ». Alors auparavant, je voudrais expliquer le bien fondé de ce titre. La société schizophrène qui suppose en effet un certain nombre de préalables. Est-ce que, par exemple, une société peut être qualifiée par un terme simple? Est-ce qu'une société peut être dite, par exemple, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on dise d'une société qu'elle est timide? Est-ce que ça a du sens? Donc ça, je m'interroge sur le sens de l'intitulé de mon travail et de ce livre. Alors, ce débat, en fait... il a une dimension à la fois philosophique et sociologique. Et c'est un débat qui remonte très loin dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire de la philosophie. Enfin, le débat impliqué. Ça consiste à savoir si un ensemble, un groupe d'êtres humains peut être considéré comme un être. Est-ce que c'est un être au même titre qu'un individu? Alors, sur cette question qui remonte très loin, même sans remonter jusqu'à Platon, au moins au Moyen-Âge, il y a, dans les sciences humaines, au XXe siècle, à partir du XXe siècle, 2 grandes écoles, et qui existent encore de nos jours. Vous voyez, dans les sciences humaines, surtout en sociologie, mais aussi en psychologie, en histoire, il y a celle qui dérive de l'individualisme, alors qu'il ne faut pas entendre au sens de centrer sur l'individu, au sens d'égoïsme, au sens, disons, psychologique ou politique. Individualisme au sens épistémologique, c'est-à-dire du point de vue de la connaissance, du point de vue de la science. Qu'est-ce à dire? Pour un individualiste, les seules réalités concrètes concernant l'être humain, ce sont les individus eux-mêmes. C'est-à-dire, un individu, c'est un corps, une existence, une expérience, il a un nom, et l'individu, c'est la seule réalité. Si on dit une famille, un village, un peuple, ou si a fortiori l'humanité, certes, ce sont des mots commodes, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas imaginer qu'on puisse parler de l'histoire du monde sans parler de société, de village, de famille, de nation, de peuple. Mais s'agit-il pour autant d'être? Est-ce que ce sont des existences qui sont personnalisées? Ou bien ne sont-ce que des abstractions auxquelles, de façon fallacieuse, on attribue une réalité d'existence?
on distingue deux types d'individualisme. Encore une fois, d'un point de vue de la connaissance, hein, pas l'individualisme quand on dit que quelqu'un est individualiste, c'est-à-dire qu'il ne pense qu'à lui. Non, c'est pas ça. Du point de vue de la connaissance, c'est-à-dire seul existe l'individu. Il y a deux points de vue, qui est le point de vue méthodologique, c'est-à-dire un point de vue pour accéder et développer une connaissance, et puis un point de vue qu'on appelle ontologique, c'est le point de vue de la réalité elle-même. Comment va-t-on procéder? Est-ce que pour étudier un ensemble, on va partir de l'ensemble lui-même ou bien des individus qui constituent cet ensemble? Vous voyez, prenez un exemple en chimie. Est-ce que pour étudier la molécule d'eau, on va faire abstraction du fait que cette molécule est composée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, et prendre la molécule en elle-même, la seule réalité concrète, et puis, au contraire, est-ce qu'on estime que la molécule n'est qu'un effet, disons, émergent, un effet postérieur, des seules réalités concrètes qui sont les atomes d'hydrogène et d'oxygène? Le point de vue opposé à l'individualisme dans le domaine des sciences sociales s'appelle holisme. C'est un terme qui a été introduit par on dirait un écologue sud-africain dans les années 1920 qui s'appelait Smuts. Holisme, ça s'écrit H-O-L-I-S-M-E et ça vient d'un mot grec qui veut dire le tout, holos. Pensez à l'hologramme. Vous savez, l'hologramme a cette propriété que la moindre partie de cette image contient la totalité des informations nécessaires pour comprendre cette image. Je prends un exemple concret. Margaret Thatcher, qui fut la première ministre du Royaume-Uni dans les années 1980, et qui a introduit dans l'histoire du Royaume-Uni une politique néolibérale parallèlement à ce que faisait Reagan à la même époque aux États-Unis, Margaret Thatcher, suivant en cela un économiste et sociologue libéral, ultra-libéral, britannique d'origine autrichienne, qui s'appelle Friedrich von Hayek, eh bien Margaret Thatcher, après Hayek, disait « la société n'existe pas ». Qu'est-ce que ça veut dire, la société n'existe pas? C'est prendre, si vous voulez, parti pour la position individualiste qui remonte dans l'histoire de la philosophie à ce qu'on appelait au Moyen-Âge, enfin ce qu'on appellera pour désigner une école de pensée au Moyen-Âge, le nominalisme. C'est-à-dire que pour le nominalisme, comme pour l'individualisme, la seule réalité concrète, ce sont les individus. L'écureuil n'existe pas, n'existe que des écureuils. L'homme n'existe pas, n'existe qu'un tel, un tel, un tel, et un ensemble ne peut être constitué que par des individus différents. Et donc, si on ne peut pas s'empêcher de penser en termes d'ensemble, ou de sous-ensemble, emboîtés les uns dans les autres à la manière des poupées russes, il n'en reste pas moins vrai qu'il ne faudrait pas attribuer à ces ensembles, du moins si on tient pour vrai la position nominaliste ou individualiste, il ne faudrait pas attribuer à ces ensembles une réalité ontologique, c'est-à-dire une réalité d'existence, comme s'il s'agissait d'un être suprême. Il y a dans le frontispice du livre du philosophe anglais Thomas Hobbes, au XVIIe siècle, on voit un immense personnage, un géant, qui symbolise le peuple. C'est le Léviathan dont parle Hobbes. Et le corps de ce personnage, qui est gigantesque, qui prend toute la couverture, est composé d'une multitude d'individus. C'est une image composée. Et le symbole de cette image est assez évident, c'est-à-dire que le peuple contient tous les membres qui font partie, par définition, de ce peuple. Est-ce que le peuple existe? Est-ce que la société existe? Est-ce que l'humanité existe au même titre qu'un individu? Ou bien ne sont-ce que des abstractions commodes que nous faisons parce que d'abord, notons-le, ce sont des abstractions que nous prenons telles quelles dans le langage. Quand un enfant apprend à parler,
eh bien, il apprend des mots comme nation, pays, peuple, etc., etc. Et donc, la question est de savoir, est-ce que nous ne sommes pas victimes d'une illusion lorsque nous attribuons à ces ensembles une réalité concrète, une réalité objective? Si nous considérons que la réalité objective n'appartient qu'à l'individu, à ce moment-là, nous sommes victimes d'une illusion quand nous attribuons à la société ou à l'ensemble une réalité objective. Donc en fait, la question, vous voyez, c'est la question du statut de l'être collectif. Est-ce qu'un être collectif n'est qu'un mot, une idée, un concept, dans le meilleur des cas, puisqu'un concept, c'est ce qui permet la pensée rationnelle et la connaissance, ou bien alors, est-ce qu'un être collectif, ça existe réellement? Qu'il y a une réalité qui émerge à partir de l'agrégation d'un grand nombre d'individus. Le holisme qui s'oppose à l'individualisme repose sur principe qu'un tout est plus que l'ensemble de ses éléments constitutifs. C'est-à-dire que si je dis A plus B égale C, en réalité, du point de vue holistique, C est supérieur à la somme de A plus B. Donc ça voudrait dire que A plus B est toujours inférieur à C. Ça, c'est du point de vue holiste. Du point de vue individualiste, A plus B est toujours égal à C. Et C est toujours égal à A plus B. Là, je reprends, si vous voulez, l'exemple de la molécule d'eau. Est-ce que la molécule d'eau est simplement l'addition de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène? H2O, c'est la formule chimique de l'eau, la molécule d'eau. Tous les spécialistes s'accordent à reconnaître qu'il ne suffit pas d'additionner 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène pour obtenir une molécule d'eau. Notons par ailleurs que dans ce qu'on appelle, et ça donne raison au point de vue holiste, dans ce qu'on appelle un effet d'émergence. C'est-à-dire que vous avez un tout, la molécule est un tout par rapport aux atomes, le tout présente des qualités que les éléments ne présentaient pas. Il y a de nouvelles qualités qui apparaissent. Un tout, en effet, est un phénomène émergent parce que les éléments constitutifs sont pourvus, en effet, de qualités qui sont dépassées par la relation que ces éléments vont avoir avec d'autres éléments. Je prends un exemple. Si l'on parle d'un individu et d'un autre individu, il est clair que la relation que ces 2 individus peuvent avoir entre eux, que ce soit une relation d'amitié, d'hostilité, d'amour, d'intérêt, quoi qu'on imagine, il est clair à ce moment-là que la relation est un élément nouveau. Puisque si vous prenez l'individu en lui-même, il n'y a pas de relation. Maintenant, multipliez ces relations par un nombre très grand. Ce qui se passe dans une foule. Quand une foule est prise de panique, la panique de la foule, ce n'est pas l'addition de la peur de monsieur un tel, de la peur de monsieur un tel, plus la peur de monsieur un tel, etc. C'est que la panique d'une foule est un élément, un événement émergent qui n'est pas réductible à la somme des différentes angoisses, des différentes peurs, des différentes inhibitions des éléments de cette foule. Même chose pour l'enthousiasme. L'enthousiasme d'une foule est quelque chose de très différent de l'enthousiasme individuel. Ça, c'est un argument très fort en faveur de l'individualisme, du holisme. Et donc, de ce point de vue, un peuple, c'est une réalité, une nation, c'est une réalité, mais c'est une réalité qui n'est pas déductible seulement de l'addition des éléments qui la constituent. On le voit en chimie, on le voit en biologie. Quel est l'élément, l'élément ultime ou l'élément premier de l'être vivant? Ça a été une grande erreur de la science analytique du XIXe siècle, qui par ailleurs a permis d'immenses progrès, et a fait des découvertes somptueuses. Mais la grande erreur, c'est de croire que la clé des phénomènes réside dans les éléments les plus infimes, les plus constitutifs du phénomène.
On a pris au départ l'organisme vivant, un corps, puis on découpe le corps en organes et en tissus, puis on analyse les tissus en cellules, puis on s'aperçoit que dans une cellule, il y a du cytoplasme et un noyau, puis on s'aperçoit que dans le noyau, il y a des chromosomes, puis on s'aperçoit qu'il y a des gènes, et on croit avoir trouvé la clé du vivant. Le problème, c'est que le gène, qui est l'élément ultime ou premier de la vie, on peut dire les deux, n'est pas vivant. Un gène ne vit pas. De la même façon qu'un atome d'oxygène n'est pas mouillé. Le fait que l'eau mouille, c'est une propriété émergente qui vient de l'agrégation d'atomes divers, mais pris isolément, ces atomes ne laissent pas prévoir la qualité de l'eau qui est, entre autres, de mouiller ou de couler. De la même façon que le gène est quelque chose d'inerte, c'est un ensemble gigantesque de molécules, eh bien, le gène qui, prétendument, du point de vue analytique, est la clé du vivant, n'ouvre en réalité aucune serrure. Et de fait, lorsque on a commencé à parler de la psychologie des foules, à la fin du XIXe siècle, par exemple avec le travail inaugurateur de Gustave Le Bon, qui a écrit dans les années 80-90 un livre qui s'appelle ainsi, La psychologie des foules. Ce qu'avait remarqué Gustave Le Bon, qui est à l'origine de ce qu'on appelle la psychologie sociale, c'est qu'un individu qui est dans un groupe, c'est vrai aussi bien de la famille, du village, du milieu professionnel, de la foule. Un individu qui est dans un ensemble qui le contient a un comportement, une façon de penser, une façon de réagir qu'il n'aurait pas eu s'il était resté tout seul. Alors ça paraît assez évident, mais il faut bien considérer que ça va tellement loin qu'on pourrait même considérer que l'individu en groupe est différent de celui qu'il est lorsqu'il est tout seul. Vous avez des individus qui peuvent être charmants, d'une politesse exquise, dans certains milieux, et qui peuvent être d'une grossièreté incroyable dans d'autres milieux. Si vous changez de groupe d'amis, vous passez du milieu professionnel au milieu familial, d'un milieu d'amis rapprochés ou bien de gens de vagues connaissances, c'est comme si la psychologie de l'individu changeait. Et ça donne raison, vous voyez, au point de vue holiste, qui considère en effet qu'on ne peut pas abstraire l'individu, même si c'est vrai que c'est la seule réalité concrète. Il n'y a pas de corps collectif. Vous voyez, il y a un proverbe chinois qui dit « un seul lit pour deux rêves ». Quand on dort avec quelqu'un, que ce soit un amant, une amante, une maîtresse, sa femme, etc., les deux personnes ont beau avoir vécu des années ensemble, n'avoir quasiment plus aucun secret l'un pour l'autre, il n'en reste pas moins vrai que la nuit, ils ne peuvent pas faire le même rêve. Par conséquent, la seule réalité, elle est opaque, elle est close, elle est emmurée. Et en même temps, l'être humain étant un être social, on ne peut pas le comprendre si on le on le coupe de ses relations. Il y a une intéressante distinction faite par Sartre dans un livre que presque personne n'a lu et qui est un véritable chef-d'œuvre, une mine d'or de pensée philosophique, qui est le dernier grand livre philosophique de Sartre qui s'appelle La critique de la raison dialectique. Et dans ce livre où Sartre essaye la synthèse entre le marxisme et l'existentialisme, Sartre fait une distinction intéressante entre ce qu'il appelle la série et le groupe. À propos de la Révolution française, dont il fait une analyse très fine, dans la série, vous avez bien un ensemble d'individus, mais qui n'ont qu'un objectif commun extérieur. Par exemple, la file d'attente à une station de tramway. Ça prend l'exemple de la file d'attente à une station d'autobus. Les 20 personnes qui attendent l'autobus ont tous un projet commun, à savoir l'arrivée de l'autobus. Mais on ne peut pas dire qu'elles constituent un ensemble collectif qui a un projet commun. Ça, Sartre lui réserve le nom de groupe. C'est ce qui se passe, par exemple, pour une foule de manifestants. Quand il y a une foule de manifestants,
Il ne s'agit pas que ce ne soient pas simplement des individus qui sont là un peu ensemble par hasard ou qui ont un vague projet commun, c'est que réellement, ils ont un objectif partagé. Et pas simplement du point de vue extérieur, mais du point de vue profond. Ils ont une intention, et cette intention est partagée. Donc, ici, la psychologie du groupe, on comprend qu'elle soit très différente de celle de la série, dans la mesure où on peut dire que la série n'est qu'une somme d'individus. Il y a un tel plus un tel plus un tel. Si je fais la queue à une caisse de supermarché, il y a 4 personnes devant moi, et bien ces 4 personnes sont simplement des clients, en dehors de moi, des clients qui attendent leur tour. Tandis que quand vous avez un ensemble qui demande quelque chose, qui a un désir ou une angoisse, qui exprime un affect, là il s'agit de toute autre chose. Alors pour en venir maintenant à la psychose, de la schizophrénie, parce que la schizophrénie est une psychose. Est-ce qu'on peut raisonnablement dire d'une société qu'elle est schizophrène? N'est-ce pas quelque chose d'exorbitant d'appliquer un terme psychiatrique à une société? Puisque la société, il n'est pas sûr, si on est individualiste, qu'elle existe, en dehors du fait que c'est un mot commode et même indispensable. La psychose de la schizophrénie, c'est la plus connue des psychoses, il y en a 2 autres, la psychose maniaco-dépressive, qu'on appelle aujourd'hui trouble bipolaire, et puis la paranoïa. Et ce qui caractérise les psychoses d'une manière générale, et la schizophrénie d'une manière particulière, c'est 3 choses essentielles. La première chose, c'est la perte du sens du réel. Le psychotique, c'est ce qu'on appelle vulgairement le fou. Le psychotique, c'est quelqu'un qui a perdu le sens du réel. C'est-à-dire qui, par conséquent, ne peut plus vivre dans un monde commun. C'est ça très important, qui prouve d'ailleurs que le monde commun n'est pas une fiction. C'est que précisément, l'état normal des individus, c'est de ne pas être des psychotiques. Le fait que nous nous reconnaissions dans un monde commun, par exemple, nous sommes tous d'accord ici pour reconnaître que nous sommes dans une salle, que les fauteuils sont couleur bordeaux, qu'il y a des lumières qui éclairent depuis le plafond, etc. Ça, c'est un monde commun, je n'ai même pas besoin de vous poser la question. Je présuppose qu'il en va de même pour vous. Et je serais surpris, dérangé, choqué, si quelqu'un me disait quelque chose de tout autre, voyez. Donc, globalement, nous nous entendons sur ce monde. Alors, justement, avec la psychose, cela est rompu. La deuxième caractère, c'est la perte de conscience de soi. Nous avons, même sans y réfléchir, nous sommes accompagnés quotidiennement, à l'état de veille du moins, puisque nous la perdons durant le sommeil, mais à l'état de veille, nous sommes accompagnés implicitement, de façon insensible, immanente, de la conscience de notre corps, de notre état physique, de notre pensée intérieure, etc. Bref, nous avons un moi dont nous sommes conscients. Eh bien, ce moi, dans le cas de la psychose, est détruit ou éclaté. Dans le cas de la schizophrénie, il est scindé. Schizo renvoie à un verbe grec qui veut dire la coupure, la division, diviser. Et phrène, c'est l'esprit. Donc schizophrénie veut dire esprit divisé. Au lieu de former un tout, eh bien, il y a au moins 2 parties. Et ces 2 parties qui s'ignorent. Prenez un exemple, parce que malheureusement, il arrive qu'aujourd'hui, on mette en prison des psychotiques. D'ailleurs, c'est de plus en plus le cas. Au lieu de les mettre à l'hôpital ou de les soigner chez eux, on préfère les mettre en prison. Combien de fois on a eu cet exemple d'inculpés qui continuent de nier, contre toute évidence, avoir commis tel crime, alors que tout l'accable, tous les indices, toutes les preuves sont contre lui, et il nie. Mais parmi ceux-là, il y en a qui nient de façon tout à fait sincère. Ils ne se reconnaissent pas dans le criminel qui est jugé. Et songeons que ce qu'on appelle la responsabilité, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir répondre, c'est moi, à la question, qui a fait cela?
Mais pour répondre ce moi, il faut faire le lien entre un moi d'avant, un moi passé, et puis le moi de maintenant. Mais il y a des gens qui ne font pas ce lien. C'est-à-dire qu'ils sont dans un état où le moi vit de façon puzzle, éclatée, jour après jour, instant après instant, et donc c'est en toute sincérité qu'ils disent non, ce n'est pas moi. Le troisième symptôme de la psychose, c'est la formation d'idées délirantes. C'est-à-dire que le monde commun est détruit et il est remplacé par un monde imaginaire qui est délirant en ce sens qu'il donne une importance première à ce qui est logiquement et physiquement impossible. Ce qui est logiquement impossible, c'est ce qui est contradictoire en soi. Par exemple, un cercle carré. Ce qui est physiquement impossible, c'est ce qui contrevient aux lois élémentaires de la physique. Comme par exemple, un corps qui ne pèserait rien, ou qui violerait les lois de la gravitation universelle. Eh bien, dans le cas de la psychose, l'impossibilité logique et l'impossibilité physique, matérielle, sautent. Tout est possible. Du moins, l'impossible devient la réalité même. Il est impossible que quelqu'un nous vole notre esprit, mais le psychotique peut le croire. On m'a volé mon esprit, on a volé mes pensées, comme si on m'a volé de la même façon qu'on m'a volé mon porte-monnaie. Alors, au sens rigoureux du mot, bien entendu, fort heureusement, la schizophrénie n'est que l'affaire d'une toute petite minorité d'individus. On compte d'ailleurs qu'il y a c'est presque, disons, c'est une sorte d'énigme pour la connaissance. Il y a presque une constante dans toutes les sociétés du nombre de schizophrènes. Et c'est très peu, il y a 1%. Donc une toute petite minorité. Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'une société, parce que par définition, quand on dit la société, ça veut dire tout le monde, ou presque tout le monde. Qu'est-ce qui nous permet de dire que notre société, depuis quelques décennies, même si on hésite à dire qu'elle est schizophrène, du moins présente des symptômes de schizophrénie observables. Certes, l'usage de ce mot est plus métaphorique que réellement psychiatrique. Il ne s'agit pas de dire que tout le monde est psychotique. Mais, comme nous allons le voir, les rapports avec la schizophrénie, dont le sens premier, je le rappelle, c'est la scission, la séparation, la coupure, ces rapports avec la schizophrénie sont réels. Une grande partie des individus aujourd'hui, en effet, présentent ce type de signes. Le trait le plus marquant, puisque c'est le propre de la scission, c'est une série de contradictions qui sont à la fois non conscientes, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte des contradictions, et ces contradictions sont à la fois inconscientes et non surmontées. Ce qui d'ailleurs est une définition possible aussi du tragique, hein, dans le domaine du théâtre ou de la littérature. Et ça, c'est à tous les niveaux et sur tous les plans qu'on peut l'observer. Je vais tout de suite vous en donner des exemples concrets. Par exemple, la contradiction entre les idées que l'on professe, auxquelles on croit, et les valeurs que l'on admet par ailleurs. Ce qui est un état qui est évidemment à la fois désagréable et intenable, mais qui est permanent. Prenez nos représentations, et quand je dis nos, c'est des représentations dominantes, très générales. Les représentations que nous nous faisons aujourd'hui sur le travail, le rapport que nous avons au travail.
ce sont des minorités, des groupes, finalement des exceptions, ceux qui ont, par rapport au travail, une représentation absolument univoque, une représentation absolument claire. Nous balançons entre deux pôles qui contredisent, qui devraient s'exclure, mais là justement où il y a schizophrénie, c'est qu'au lieu de s'exclure, les contraires coexistent. Par exemple, pour nous, le travail, c'est à la fois un facteur de libération, sinon, comment expliquer que pendant des décennies, les femmes aient pu lutter pour avoir un travail rémunéré, si on fait abstraction du fait qu'elles ont toujours travaillé, en fait. Dans les sociétés paysannes, vous pensez bien que les femmes travaillaient. Mais là, je parle du travail employé, et de fait, le travail apparaît comme étant un facteur essentiel de liberté, que ce soit un jeune qui veut s'émanciper de sa famille, les femmes qui veulent s'émanciper de leur mari, ça passe par le travail. Et en même temps, le travail, c'est une servitude, une contrainte, quelque chose de pénible. Si l'un l'emportait sur l'autre, on pourrait dire, on s'arrange plus ou moins, mais pas du tout. C'est que les deux coexistent à égalité. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui pose tout de même problème. Prenez l'attitude ou la représentation, là aussi je parle représentation dominante par rapport au sexe. D'un côté, vous avez le discours qui est celui du libéralisme, puisque le comportement sexuel libre apparaît comme étant un facteur de plaisir, de joie, de bonheur, et de l'autre côté, on n'a jamais, dans aucune société, autant réprimé certains comportements sexuels. Je rappelle une chose, c'est que sur les 70 000 prisonniers en France, il y a une bonne moitié qui le sont pour des questions comportementales sexuelles, ce qui est énorme. Aucune société auparavant ne présentait un tel trait. Le sexe apparaît comme le travail comme étant un formidable facteur de joie, de bonheur, et en même temps comme une source infinie de problèmes, voire de crimes. Au point d'ailleurs que le sexe est aussi l'objet d'un déni. Là, c'est un terme psychanalytique, le déni qui consiste à dire, à partir du moment où une réalité objective est insupportable pour l'esprit, que sa représentation est absolument inadmissible, eh bien, on préfère l'écarter et faire comme si ça n'existait pas. Et c'est pas un hasard si les deux objets qui sont frappés de déni dans notre société, c'est le sexe et la mort. Qu'est-ce qui nous permet de dire que le sexe peut être frappé de déni? On le voit à travers, par exemple, la théorie qui aujourd'hui est de plus en plus amplifiée, qui est la théorie du genre, et avec tous les satellites de cette théorie, et en particulier, je pense au transgendérisme. Et ce qu'on appelle le transgendérisme, c'est l'idée selon laquelle la dualité sexuelle étant nécessairement une dualité de dominant et de dominé, il faut en finir à tout jamais avec l'idée d'une dualité du masculin et du féminin pour passer à autre chose. Le sexe, ça veut dire la coupure, la section. Et le déni du sexe, c'est l'idée que c'est un peu ce fantasme de pouvoir être soi-même l'humanité tout entière, ou un représentant tout entier d'humanité. Si on est homme, on sait qu'il y a une partie qui nous manque. Même chose pour une femme. Or, il y a de plus en plus une fantasmatique qui s'inscrit aujourd'hui dans les esprits, mais aussi dans les lois, et une fantasmatique qui tend à faire croire qu'il est possible d'en finir avec une insupportable dualité sexuelle et qu'il faut par conséquent dépasser cette dualité. Je pourrais donner l'exemple de l'argent. Qui est au clair avec la question de l'argent? Quand on songe à la position centrale que l'argent a dans notre société, on peut dire que personne ne peut se vanter d'avoir par rapport à l'argent une conception, une représentation bien tranchée, bien nette, bien univoque.
Songeons que les contradictions ne traversent pas comme autrefois seulement les groupes. C'est normal qu'il y avait dans les sociétés des groupes, par exemple en politique, il y avait la gauche et la droite, il y avait les royalistes et les républicains au XIXe siècle, et il est normal que les représentations sur tel ou tel objet changent d'un groupe à l'autre. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, les contradictions traversent les individus eux-mêmes. Aujourd'hui, sur le plan politique, il arrive très banalement qu'au cours de sa vie, quelqu'un vote pour à peu près tous les partis politiques. Ça n'existait pas avant. Avant, quand on était, je ne sais pas, républicain à l'âge de 16 ans, on mourait républicain. Aujourd'hui, vous avez des millions de Français qui votent Rassemblement National après avoir voté Parti communiste. Et en passant par les socialistes et d'autres. Ça, c'est quelque chose qui marque une sorte, disons, de flottement incroyable, une perte, disons, de points fixes. Et ce ne sont pas évidemment les seules contradictions repérables, puisqu'il y a également les contradictions entre les représentations, les idées qu'on se fait du monde dans lequel nous vivons, et puis les comportements. Alors ça a toujours été plus ou moins le cas. On connaît le cas de l'hypocrite, qui est une sorte de caricature de la dualité entre l'idée, la parole d'un côté, et puis le comportement de l'autre. Pensez à Tartuffe. La différence, c'est qu'un hypocrite, il sait parfaitement qu'il est hypocrite. Il sait parfaitement qu'il joue la comédie, qu'il triche, etc. Il est conscient. Là, quand on parle de contradiction entre les représentations et les comportements, il s'agit de choses qui ne sont pas forcément conscientes, d'ailleurs qui le sont presque jamais. Prenez notre rapport à l'environnement. Nous sommes tous d'accord qu'il faut protéger l'environnement, le préserver, que l'environnement est fragile, que l'environnement est dévasté, qu'il y a un dérèglement climatique, etc. Oui, nous sommes tous d'accord, mais est-ce que les comportements sont correspondant à ces idées? Bien sûr que non. Et donc, le citoyen moyen, aujourd'hui, vit dans un conflit dont il n'a pas tellement conscience, entre des valeurs revendiquées, des idées admises d'un côté, et puis des comportements qui vont à l'inverse de l'autre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on sait devoir faire, et ça c'est la règle, on ne fait pas ce qu'on sait devoir faire, et on fait ce qu'on sait ne devoir pas faire. Et ça, c'est pas simplement une exception comme ça, de temps en temps. Non, c'est la règle. C'est ça qu'on appelle la dissonance cognitive, et qu'on peut peut-être mieux appeler la discordance cognitive, c'est-à-dire ce décalage entre les représentations que l'on approuve de façon sincère, et puis des comportements qui s'y opposent. Un autre facteur schizogène, pas simplement, disons, symptôme de schizophrénie, c'est-à-dire de scission psychique, mais facteur de scission. Un autre facteur, c'est les injonctions contradictoires auxquelles l'individu moyen est aujourd'hui confronté dans sa vie. Les injonctions contradictoires ont été étudiées par une école de psychologues, de médecins et de sociologues, l'école de Palo Alto, qui est une université californienne, qui a travaillé dans les années 50. Je prends un exemple tout de suite d'injonction contradictoire pour vous faire comprendre de quoi il s'agit. Vous avez entre les mains un appareil de photographie, vous avez différentes personnes devant vous, et vous leur demandez, vous leur dites « soyez naturel ». Vous êtes certain qu'il est impossible, à partir d'une telle parole, de lui obéir. Le simple fait de dire à quelqu'un « soyez naturel » fait que, et vous voyez en quoi il y a contradiction, on lui donne un ordre, et en même temps, en lui donnant cet ordre, on fait tout pour qu'il soit impossible à lui de lui obéir. Comment être naturel si on nous demande de l'être?
Impossible. Au travail, dans le milieu professionnel, c'est la banalité, les injonctions contradictoires. On demande aux individus, soyez performants, avec aucun moyen concret pour l'être, aucune des conditions nécessaires pour l'être. Épanouissez-vous, alors que tout est fait, au contraire, pour que l'individu soit mis sous le boisseau, réprimé dans ses ambitions, dans ses projets, etc. Plus simplement, soyez libre. Soyez libre. Il n'y a rien de plus tétanisant que le soyez libre, puisque en fait, on vous met comme une sorte de fil invisible autour du corps et de l'esprit, et on fait de vous un esclave d'une liberté imaginaire que vous ne pouvez pas concrètement remplir. Mais le soyez responsable, c'est un peu l'injonction qui est répercutée partout dans nos sociétés libérales, c'est-à-dire qu'il est d'un côté extrêmement difficile, sinon impossible, d'être réellement responsable de ses actes, parce que la plupart du temps, ils nous échappent, aussi bien en amont qu'en aval, mais notre société a besoin de cette fiction de la responsabilité, comme l'avait d'ailleurs parfaitement vu Nietzsche. Nietzsche qui disait que la liberté est la métaphysique du bourreau. Et ce qu'il voulait dire, c'est que pour punir, il faut bien supposer, pour être légitime dans sa sanction, que ce que l'autre a fait a été fait librement. Donc il est responsable. En d'autres termes, être responsable, ça veut dire être passible d'une peine, être sanctionnable. Donc, tu es libre, donc tu es responsable, donc tu es punissable. Mais si on prend que le fait d'être punissable est l'élément premier, il faut que certains individus soient punis. À ce moment-là, rétroactivement, il faut supposer chez ceux que l'on punit la responsabilité et la liberté, ou la volonté. Quel est le violeur qui a voulu violer? Qu'est-ce que ça veut dire vouloir violer? Or, il était évident que si on met des violeurs en prison, c'est qu'on suppose qu'ils soient responsables de leurs actes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fous. Comme on dit dans les textes juridiques, leur conscience n'était pas altérée au moment de l'acte. Mais c'est un pari incroyable. Est-ce qu'on est sûr? Et vous savez, il y a quelque chose de très troublant aujourd'hui dans les tribunaux, quelque chose de très troublant qui se passe. Que d'un côté, vous avez des analyses technoscientifiques hyper pointues, absolument indiscutables dans leurs résultats. Prenez par exemple l'analyse génétique. Donc il y a quelque chose qui est extraordinairement objectif et sûr, et de l'autre côté, vous avez un véritable pari métaphysique. C'est-à-dire, on fait comme si l'individu, à un moment donné, il s'était trouvé à la croisée d'un chemin, de deux chemins. À gauche, je viole, à droite, je ne viole pas. Donc, je prends le chemin de gauche, je viole. Donc, hop, je vais en prison. Parce que j'aurais pu prendre le chemin de droite au lieu de prendre le chemin de gauche. C'est-à-dire qu'en fait, pour punir quelqu'un, on est obligé, je ne dis pas que c'est évitable, hein, mais on est contraint de se construire la fiction d'une action alternative, d'un comportement alternatif que rien ne nous montre. C'est un véritable pari, voyez. La société libérale est une société qui joue la comédie de la liberté. Et aujourd'hui, alors on est plus prudent, on parle moins de volonté, et remarquez-le, parce qu'il faut être toujours très attentif aux mots à la mode, parce qu'un mot à la mode, c'est toujours un mot qui en remplace un autre. Et ce qui est à la mode dans ce domaine-là aujourd'hui, c'est le terme de consentement. C'est vrai aussi bien pour le sexe que pour la mort. Et ce n'est pas un hasard, évidemment, s'il s'agit là des deux pulsions fondamentales déterminées par la psychanalyse, Eros et Thanatos. Là où, par définition, la volonté semble la plus fragile quand elle existe. Or, c'est justement là qu'on parle de consentement. Consentement à mourir, consentement à la relation. Le consentement, ce n'est pas tout à fait la même chose que la volonté. Si je consens, ça veut dire que
du moins je n'ai pas la volonté de m'opposer. Mais ça ne suffit pas pour en faire une volonté positive. Ne pas vouloir que ne pas, c'est pas la même chose que vouloir. Et de fait, le consentement, c'est le degré le plus bas. Simplement, j'ai pas dit non. Mais ne pas dire non et dire oui sont tout à fait différents. Et il faut faire bien attention parce que dans le domaine des testaments de vie et dans toute la phraséologie, l'idéologie des partisans de l'euthanasie, il y a ça, cette idée d'un consentement. Et que du moment, dans une société démocratique et libérale, du moment que la personne y consent, il n'y a plus rien à redire. Mais ce qu'il y a à redire, précisément, c'est qu'est-ce que c'est que le consentement au juste? Si on a fait tout pour pousser l'individu à exprimer tel ou tel vœu. Vous savez, un exemple de comédie qui est absolument insupportable et qui est très courant aujourd'hui, l'administration vous contraint de passer par telle pratique, et 3 mois plus tard, vous recevez un courrier en disant « Vous avez choisi, par exemple, le prélèvement automatique. Vous avez choisi. » Alors qu'en fait, pendant des semaines et des semaines, et puis un jour, parce qu'à un moment d'étourderie, vous avez dû cocher une case quelque part, etc., et hop, vous avez choisi. Alors, on peut pousser les vieux au suicide, mais dans les sociétés démocratiques, le consentement est absolument indispensable. Sinon, on est dans la barbarie des despotismes, des autoritarismes. Donc en fait, on fait comme si tout dépendait de la volonté. Trouver un travail, s'engager dans une relation, fonder une famille, s'acheter une voiture, enfin que sais-je. On fait comme si tout dépendait de la volonté de l'individu. Et d'un autre côté, jamais l'individu ne s'est senti autant contraint par des normes, des règles, des lois. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais senti comme Gulliver dans le roman de Swift, le corps complètement entouré par une multitude de cordages, faits par des petits êtres invisibles, des Lilliputiens, et nous sommes ainsi prisonniers. Et dans une configuration qui n'est pas sans faire songer à ce que Tocqueville, déjà dans les années 1830, quand il écrivait de la démocratie en Amérique, il avait bien prévu l'arrivée dans une société démocratique de ce qu'il appelait un despotisme doux. C'est-à-dire un despotisme qui n'est pas sanglant, qui n'est pas arbitraire, du moins pas aussi évidemment arbitraire que, je ne sais pas, le pouvoir de Caligula dans la Rome ancienne. Donc quelque chose qui, Tocqueville disait, une sorte de situation qui n'a pas encore de mots. Il avait parfaitement prévu que ce type de despotisme doux pourrait s'installer dans la société démocratique, et c'était celle qu'il avait sous les yeux, aux États-Unis d'Amérique. La démocratie à l'époque était la démocratie phare, la démocratie exemplaire. Et vous voyez très bien comment cette contradiction incroyable entre un pays qui n'a que le mot de liberté à la bouche et qui, en fait, contraint les citoyens par une multitude de normes et de règles, lesquelles d'ailleurs ne viennent pas seulement d'en haut, c'est-à-dire de l'État, mais aussi d'à côté. Vous savez, dans une société démocratique, on est autant, sinon plus, contraint par ce qui vient d'à côté, des voisins, des semblables, que d'en haut. Peut-être d'ailleurs cela qui différencie essentiellement aujourd'hui les régimes démocratiques de ceux qui ne le sont pas. Alors, il y a un autre symptôme du bien fondé de l'expression société schizophrénique que l'on peut analyser comme étant l'émergence d'un phénomène nouveau à notre époque. C'est ce qu'on pourrait appeler la fin du caractère à propos de l'individu. L'idée traditionnelle, la conception courante, c'était l'idée de l'unité d'un homme, l'unité de sa vie, de son expérience, comme si l'existence était analogue à une œuvre
ou alors plutôt un édifice, cathédrale, un château, ou une maison si c'est une existence plus modeste. Enfin, quelque chose qui se tient, qui est cohérent, qui présente un grand facteur d'unité. Le mot caractère est très intéressant parce que c'est pas un hasard si nous avons utilisé le terme de caractère pour désigner l'élément de l'imprimerie et le caractère au sens psychologique quand on dit de quelqu'un qu'il a un caractère orgueilleux ou timide. Pourquoi c'est pas un hasard? Parce qu'en fait, il y a eu un sens originel de départ, de la même façon qu'un caractère d'imprimerie, une fois qu'il est établi, forgé, va toujours marquer la même lettre, le L ou le V. Eh bien, on suppose que le caractère d'un homme, c'est sa nature, c'est son inscription. C'est une métaphore du livre, une écriture, et de la même façon qu'il y a des caractères qui s'inscrivent sur une page pour former un livre, eh bien, le caractère d'un homme, c'est son inscription dans le monde. Il y avait le grand-père dans le village qui était connu pour tel type de caractère, il y avait tel autre pour tel type de caractère, et la littérature nous montre cela. Et c'était la réalité. Et une réalité qu'on perçoit d'ailleurs quand on regarde les photographies anciennes. Et ce qui est assez frappant quand on compare avec les photographies d'aujourd'hui, quand on regarde ces photos, d'autant plus d'ailleurs qu'autrefois, quand on posait devant l'appareil, on était sérieux, on était de marbre. On ne faisait pas le singe et on ne prenait même pas la peine de sourire. Et donc, l'être humain apparaissait et voulait apparaître comme étant d'un seul bloc. Et ce n'était pas du tout péjoratif. C'était considéré au contraire comme étant l'expression d'une vie réussie et d'un homme solide, cette unité. Or aujourd'hui, que ce soit dans l'existence, comme nous l'avons vu dans les représentations, dans les comportements, cette unité a volé en éclats. Prenez l'exemple du travail. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de métier. Il n'y a plus que des emplois, et encore quand il y a des emplois, puisqu'il y a des sans-emploi, ou des emplois à temps partiel. Vous imaginez des métiers à temps partiel? Non. Un métier, c'était quoi? Un métier, c'était un marqueur d'identité extrêmement fort, à telle enseigne que l'on disait dans le village « le boulanger », plutôt qu'on l'appelait par son nom de famille. On disait plutôt « le maréchal Ferrand » ou « le boulanger ». C'est-à-dire que le travail, inscrit dans le métier, c'était aussi important comme marqueur d'identité que la religion, que les options politiques, que la vie familiale, etc. Aujourd'hui, le métier, sauf exception, il y a encore des métiers, il y a des restes, par exemple des ferronniers d'art, etc. Mais on voit très bien que ce sont des reliquats, ce sont des restes. Aujourd'hui, cette unité forte a disparu et a fait place à l'émiettement, à la fois dans l'espace et dans le temps, de l'emploi, lequel est éminemment flexible, indéterminé. D'ailleurs, si ce terme d'emploi a été utilisé, ce n'est pas un hasard. L'emploi, ça veut dire qu'on est instrumentalisé, puisque l'emploi, c'est l'usage d'un outil, l'emploi d'un marteau, l'emploi d'un tournevis. Et qu'on ait pu utiliser ce terme-là n'est évidemment pas innocent, puisque ça veut dire en effet que c'est interchangeable. L'emploi que j'occupe pourrait très bien être occupé par quelqu'un d'autre, et la plupart des emplois d'ailleurs n'exigent pas une qualification considérable au départ. Il en va tout autrement, vous voyez bien avec le métier, qui d'une part demandait une qualification et puis demandait aussi qu'on appelait un savoir-faire, c'est-à-dire une expérience accumulée au fil des ans et qui faisait qu'on était un bon boulanger, un bon menuisier, un bon maréchal Ferrand. Ce que l'on observe au niveau du travail, on l'observe au niveau de l'engagement. Le terme d'engagement dont Sartre a valorisé le sens, aujourd'hui, le mot lui-même, la notion, ont perdu presque toute crédibilité. Il est très difficile aujourd'hui de trouver des personnes capables de s'engager, terme très fort, puisque ça veut dire que je mets mon moi, ma personne,
au service de quelque chose qui n'est pas moi-même. Que ce soit le mariage, on s'engage dans une relation, ou que ce soit une cause politique ou religieuse, on s'engage, sous-entendu, c'était pour la vie. Il ne s'agit pas de s'engager 3 mois. Aujourd'hui, vous savez, vous avez une grande crise du bénévolat, mais ce n'est pas tellement en termes quantitatifs, puisque des bénévoles, on en trouve toujours. En revanche, ce qui est extrêmement difficile, c'est de trouver des bénévoles à temps plein, c'est-à-dire des gens qui s'engagent. Pour faire une action de bénévolat ponctuelle, ça oui, je crois que ça... Mais ponctuelle, justement, et de la même façon que l'emploi, c'est un travail qui n'existe plus sous forme de métier, aujourd'hui, vous avez des formes d'engagement qui sont émiettées, dispersées, qui sont de plus en plus partielles. Parce qu'on estime, alors qu'autrefois c'était considéré comme étant un signe de la valeur d'une personne, aujourd'hui on s'en méfie comme étant une forme possible de prison, de servitude, comme si on perdait quelque chose avec l'unité. Et ça, me semble-t-il, c'est quelque chose qui est extrêmement significatif de la société dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire que un idéal d'homme comme unité dans sa pensée, dans son comportement, dans son existence, non seulement n'est plus valorisé, mais nous apparaît comme plus pauvre qu'une existence dont on dit bien aujourd'hui qu'elle est éclatée. On dit s'éclater pour dire prendre un grand plaisir, et cet éclat, et là vous voyez bien qu'il y a un rapport évidemment très fort avec la schizophrénie, c'est pas l'éclat du soleil, c'est pas l'éclat de la lumière, c'est l'éclat d'un verre brisé. C'est l'éclatement. Et celui qui s'éclate, c'est celui qui implicitement considère que l'unité d'attachement affectif ou pratique ou théorique, cette fidélité à ce qu'on pense, ce qu'on croit, ce qu'on fait, fidélité aussi aux ancêtres, c'est, au lieu d'être considéré comme étant profondément humain et positif, c'est plutôt considéré comme un facteur d'amoindrissement du moi. Un peu comme le téléspectateur zappeur qui a à sa disposition des dizaines et des dizaines de chaînes de télévision, n'arrive pas à fixer son attention sur un seul programme durant la soirée et n'arrête pas à jouer à saute-mouton d'un programme à l'autre en passant 10 secondes d'une chaîne à l'autre, d'un programme à l'autre, sans avoir ni rien vu, ni rien compris. Et à cet égard, nous sommes dans cette situation du zappeur, et que nous prenons comme une sorte de richesse, un peu comme dans un supermarché, où nous prenons comme un symbole de richesse la diversité des marchandises. Quand il y avait 3 chaînes de télévision en France, à la fin des années 60, les téléspectateurs avaient un choix plus réel qu'aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui se passe dans un régime de concurrence économique? C'est que quand vous avez des dizaines de chaînes qui visent à peu près la même chose, à savoir le maximum de clients, eh bien, elles finissent par avoir le même style. Aujourd'hui, il y a plus de ressemblance entre non seulement les dizaines de chaînes qu'entre les 3 chaînes d'il y a 50 ans, mais je parle des dizaines de chaînes, mais les milliers de chaînes du monde entier. Si vous avez la curiosité de regarder sur YouTube des émissions, je ne sais pas, de télévision africaine ou brésilienne, ou du Golfe, hein, des États Émirats Arabes Unis, vous voyez bien que c'est la même télévision. La même. C'est le même style. Alors bien sûr, d'un côté, vous avez l'africaine avec son boubou, l'arabe avec son voile ou son fichu islamique, et puis, bon, et c'est de l'apparence, hein, le style, la façon de mettre la caméra, la façon de monter les plans, de découper les plans, les lumières, le plateau, tout ça, c'est la même chose. L'unité est perçue comme étant une servitude, et donc comme une déficience.
l'idée que finalement, avec l'unité, avec la fidélité, avec la constance, on manquerait quelque chose. Et cette angoisse terrible qu'on risque de rater quelque chose, si on se tient à cela. La raison pour laquelle il y a une vraie crise de l'amour aujourd'hui, crise de l'amour, qui vient du fait qu'il y a cette espèce de répulsion que l'on a à un affect fort qui lierait trop longtemps ou trop intensément une personne à une autre. Et donc on préférera la multiplicité, le travail en miettes, l'existence en miettes aussi. Et tout est emporté dans ce tourbillon. Les relations familiales. On parle de familles recomposées, mais songeons que pour qu'il y en ait des recomposées, il faut qu'il y en ait des décomposées. Les relations amicales. Aujourd'hui, paraît-il, avec les réseaux sociaux, on peut avoir des centaines d'amis. Vous voyez que le terme d'amitié subit un certain bouleversement. Relations en miettes aussi. Ce qui s'effondre ici, c'est cette valeur de fidélité, qui est un mot d'ailleurs qui disparaît. Et il faut être toujours très attentif à ces mots qu'on utilise de moins en moins, parce que c'est toujours le signe que quelque chose est en train de changer d'important. Et pourtant, mais justement ceci explique cela, et pourtant, jamais on n'a autant parlé d'identité. Et une identité d'ailleurs qui n'est pas perçue comme elle devrait l'être, à savoir comme étant quelque chose de relatif, de complexe, de éminemment dynamique, mouvant avec le temps, mais la plupart du temps, quand on entend parler d'identité, que ce soit au niveau personnel ou bien au niveau du groupe, identité personnelle ou d'identité de groupe, ce qui est donné à penser, c'est une sorte de stéréotype, d'image définitivement constituée, à laquelle il faut se tenir. La confusion de plus en plus faite aujourd'hui entre relations d'appartenance et relations d'identité est tout à fait frappante. Que mon identité devrait tenir dans mon appartenance. Le fait que je sois français, si vous voulez, d'après l'état civil, ne signifie pas pour autant que si j'avais à définir mon identité, je devrais d'abord dire je suis français. Je ne sais pas ce que je dirais, peut-être que je dirais je suis philosophe, ou je suis vieux, enfin j'en sais rien. Mais vous voyez la différence qu'il y a entre appartenance et identité. J'appartiens à un nombre considérable de groupes. J'appartiens au groupe des mangeurs de camembert, à l'ensemble des amateurs de musique classique, etc. Or, aujourd'hui, surtout dans le domaine politique et religieux, cette confusion entre appartenance et identité, elle est terrible, elle est violente. Parce que mettre en question l'identité proclamée ou affichée, ce serait mettre en question l'appartenance du même coup. Or, si on n'a jamais autant parlé d'identité, c'est que précisément elle est en crise. Elle se porte pas bien. On n'a peut-être jamais autant parlé de religion, alors qu'il n'y a quasiment plus de religion. Et de fait, il y a là une inertie, si vous voulez, des mots par rapport à la dynamique des choses qui est tout à fait observable. Et on voit très bien que lorsque l'identité devient problématique, ou bien ou si elle est menacée, ou si elle est absente, fragile, on va la chercher dans le groupe, la religion, la race, entre guillemets, le genre. Donc incapable de se forger sans doute une identité, l'individu va la remplacer, ou croire pouvoir la remplacer, par l'appartenance. Alors, autrefois, enfin quand je dis autrefois, je devrais plutôt dire naguère, parce qu'il n'y a pas si longtemps que cela. Naguère, des cadres mentaux très solides conféraient une unité à une société. Ça a été, je parle de façon très rapide,
ça a été la religion, puis ça a été l'idéologie, qui constituait l'armature mentale dans laquelle les individus se situaient par rapport au monde, par rapport aux autres, par rapport à eux. Avec la mort de Dieu et la fin de l'idéologie hégémonique, parce que bien entendu l'idéologie n'est pas morte, elle est sans doute indestructible, puisque c'est elle qui sert de justificatif à l'ordre des choses, c'est-à-dire à son désordre. Fin de l'idéologie hégémonique. Idéologie dominante, oui, mais hégémonique, même dans les pays totalitaires ou despotiques, il n'y en a plus. Et le facteur premier, sans doute, de cette schizophrénie, de cette mort de la religion, comme de cette fin des idéologies hégémoniques, c'est, me semble-t-il, et là évidemment la discussion est ouverte, ce qu'on pourrait appeler la techno-économie capitaliste mondialisée. Donc, 4 termes: technique, économie, capitalisme et mondialisation, étant donné que dans techno, il faut englober tout ce qui est scientifique. Parce qu'aujourd'hui, même les sciences qui ont été pendant très longtemps, sinon indépendantes, du moins autonomes par rapport à l'appareil productif, je parle des mathématiques et de la logique, aujourd'hui, elles sont quasiment inféodées au monde des affaires, au monde de l'économie, au monde du travail. Des mathématiques pures, puisqu'il y avait cette division qui, je crois, est encore appliquée aujourd'hui dans l'intitulé des chaires à l'université et au Collège de France, mathématiques pures et mathématiques appliquées. Mathématiques pures, par exemple, la géométrie différentielle. Et puis mathématiques appliquées, par exemple, les statistiques, ou le calcul des probabilités. Or, aujourd'hui, les mathématiques pures, on voit quand on a appris qu'il y a des programmes informatiques construits par des grands mathématiciens et qui ont servi justement à organiser des commandes automatiques d'ordre d'achat par millions d'actions, etc., on se rend bien compte que le mathématicien n'est plus ce grand savant qui, dans sa tour d'ivoire, réfléchissait à des équations. On est dans un autre monde. Donc aujourd'hui, la science a perdu toute, non seulement indépendance, elle a perdu toute autonomie par rapport à la techno-économie. Donc c'est la raison pour laquelle on peut dire techno-économie, hein, qui englobe toutes les sciences utilisables donc par cette techno-économie. Mondialisée parce que, vous le savez, aujourd'hui c'est plus simplement l'Europe, les États-Unis, c'est-à-dire l'Occident. Cette techno-économie, elle est partout dans le monde, observable matériellement. Vous voyez, imaginez qu'on vous mette un bandeau sur les yeux, on vous met dans un avion, on ne vous dit pas quelle est la destination de cet avion, vous débarquez, vous êtes à l'aéroport, imaginez que vous ne voyez aucune lettre, aucun mot. Essayez donc de deviner si vous êtes à Singapour, à Dubaï, à Shanghai, à Brasilia, à New York, vous ne pouvez pas. Parce que tous les aéroports du monde sont pareils. Comme tout à l'heure, j'ai dit, toutes les télévisions du monde étaient pareilles. Donc, dans ce contexte, vous avez une concurrence universelle, et donc, cette concurrence universelle qui va aboutir évidemment à la fin des solidarités communautaires au profit de l'individu. Ça a marché pendant quelques dizaines d'années. L'individu, l'émergence de l'individu, vous savez, c'est une formation récente. Contrairement à ce que les philosophes croyaient, la plupart des philosophes croyaient, c'est pas tant les individus qui font la société, c'est-à-dire il y a cette idée que vous avez au départ des individus qui se réunissent ensemble, vous savez, ça c'est la théorie du contrat social, ils se réunissent ensemble et ils font société. En fait, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que ce sont des sociétés, certaines sociétés, au sein desquelles des individus ont émergé, avant que tout le monde émerge comme individu. C'est-à-dire qu'en fait, l'individu, c'est pas simplement cette réalité physique, objective et observable dont nous avons parlé,
c'est aussi une formation historique et culturelle dont on peut repérer l'histoire, suivre à la trace la naissance, le développement, et peut-être aujourd'hui le déclin. Puisque tout ce qui est historique est né, et tout ce qui est né finit par mourir. Il n'y a aucune raison de penser que l'individu a l'éternité devant lui. Dans une société traditionnelle, il n'y a pas d'individu. Il y a un réseau de relations qui fait que, par exemple, on est fils d'un tel. Se déterminer comme étant le fils de, ou bien comme étant le forgeron, ou le chaman, ce n'est pas se déterminer comme individu. C'est se déterminer dans un jeu de forces sociales, et c'est à partir justement de cette tradition qui rend impossible l'émergence de l'individu, c'est à partir de cette tradition que dans certaines sociétés, avec des contextes à la fois économiques et idéologiques, l'individu a pu émerger, avec cette idée qu'il représente une unité indivisible. Individu, c'est le même mot que indivisible en latin, celui qu'on ne peut pas diviser, on ne peut pas couper en deux. Or, aujourd'hui, c'est l'individu qui est attaqué. Et la schizophrénie est un symptôme de cette attaque qui le ronge comme un vrai acide. Et paradoxalement, on pourrait considérer que le narcissisme, qui est tellement répandu, vous voyez aujourd'hui ceux qu'on appelle les influenceurs, le monde du spectacle. Narcissisme, c'est-à-dire l'individualisme dans sa forme la plus frivole, la plus extérieure, et en même temps la plus médiatique, la plus médiatisée. Le selfie. Se prendre soi-même en photo devant un tableau Léonard de Vinci, comme si Léonard de Vinci était le faire-valoir de moi-même. Donc, c'est plus Léonard de Vinci qui compte, mais moi. On pourrait penser, et ça, au début j'ai pensé ça, on pourrait penser que le narcissisme, dont le selfie est l'une des expressions favorites, est une sorte d'exacerbation de l'individu. L'individu roi, l'individu centre du monde, l'individu seul au monde. Et si c'était l'inverse? Et si, en fait, celui qui se prend en photo, inconsciemment, ne désirait pas se débarrasser de lui-même? Il est assez frappant de voir que l'une des pratiques courantes des photos prises par selfie consiste à lancer, comme on lance une bouteille à la mer, lancer son image sur les réseaux qu'on appelle sociaux. Oui, expression absurde. Lancer son image, l'image de soi, comme si on voulait s'en débarrasser, comme si elle brûlait les doigts. Le narcissisme pourrait, c'est une hypothèse qu'on peut faire, pourrait aboutir au désir d'en finir avec soi-même, qui est un paradoxe étonnant, et en même temps qui rejoint assez bien le mythe de Narcisse. Parce que n'oublions pas que Narcisse, amoureux de sa propre image reflétée par l'eau, veut s'embrasser lui-même, et voulant s'embrasser lui-même, il tombe dans l'eau, il se noie. Et donc, le destin de Narcisse, c'est de se noyer. C'est de se suicide inconscient, bien entendu. Alors, on pourrait dire, ce qui confirmerait cet aperçu, psychose, c'est un terme qui peut sembler extravagant ou pathétique, mais songeons au psychanalyste Lacan qui disait que la psychose pourrait être l'avenir de l'humanité. Et c'est en cela que sa psychanalyse est dans un contexte qui, à partir des années 60, était très différent du contexte freudien. Lorsque Freud constitue la psychanalyse au début du XXe siècle, 1900, Traumdeutung, l'interprétation des rêves, il est dans un contexte d'une société de névrosés. C'est-à-dire qu'en gros, les individus ont des désirs qui sont réprimés par la société. La morale, la religion, les désirs sont réprimés, et la répression des désirs, eh bien, a pour conséquence l'explosion d'une névrose obsessionnelle, hystérique, etc.
Un sociologue, psychologue, a expliqué comment, Alain Ehrenberg écrit dans les années 70-80 un livre qui s'appelle « La fatigue d'être soi ». C'est un livre très anticipateur d'aujourd'hui. Parce que ce qu'il expliquait, en fait, c'est qu'aujourd'hui, la question, c'est pas que l'individu a des désirs trop grands par rapport à une société, par rapport à un monde qui refuse l'accomplissement de ses désirs. Mais bien à l'inverse, c'est que l'individu n'a plus de désir. Et qu'on lui demande sans arrêt d'être performant, d'être heureux, d'être à la fois bon père, bon travailleur, bon collègue, bon ceci, bon cela, en bonne santé, avoir des loisirs, etc. Bref, il y a des injonctions qui sont proprement intenables, qui ne peuvent pas être suivies. Et donc, l'effondrement psychique qui produirait ces troubles du comportement et de représentation viendrait de l'impossibilité dans laquelle se trouve l'individu aujourd'hui d'avoir à répondre à ce qu'on demande de lui. Dès le plus jeune âge, dès l'enfance, les enfants, on leur demande aujourd'hui un certain nombre de choses dont beaucoup, comme on dit vulgairement aux jeux de cartes, dans certains jeux de cartes, dont beaucoup ne peuvent pas suivre. Et là, il y a quelque chose d'extraordinairement cruel qui provoque évidemment un grand malheur. Et on voit que dans ce contexte de la mondialisation dont je parlais, que en fait cette contradiction qui existe entre un individu qui est présenté comme le centre de la réalité et comme étant devant s'accomplir lui-même, et en même temps cet individu qui est sollicité de toutes parts, fragilisé de toutes parts, qui n'a aucune condition favorable pour s'épanouir, eh bien, cette contradiction interne, on la retrouve à l'échelle universelle qui est celle de la mondialisation, puisqu'on voit bien que d'un côté, la mondialisation est un facteur extraordinaire de solidarité objective entre les hommes. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire d'Homo sapiens, on peut vraiment parler d'humanité. On peut parler de terre, on peut parler de monde. On le voit bien d'ailleurs à travers le problème du dérèglement climatique. Nous sommes tous embarqués dans le même bateau. La mondialisation, c'est un facteur d'unité profonde, d'unité puissante, et il n'y a aucune comparaison avec les siècles passés. Mais, d'un autre côté, on voit très bien, contradictoirement, que la mondialisation est un facteur de délitement, de dispersion. Tout à l'heure, en commençant, je vous ai parlé d'une perte du monde commun. C'est très exactement ce à quoi nous assistons. Nous ne sommes pas du tout, même nous pouvons être certains, que nous ne vivons pas dans le même monde que les Russes, que nous ne vivons pas dans le même monde que les Chinois, que nous ne vivons pas dans le même monde que les Brésiliens, alors même que scientifiquement, techniquement, économiquement, ce monde a été unifié comme jamais il a pu l'être. Donc, à la fois une solidarité objective qui n'a jamais existé antérieurement, et puis un délitement qui traverse les individus eux-mêmes, puisqu'il ne s'agit pas simplement de la fin des anciennes solidarités de groupe, de classe, de métiers, etc., mais qu'à l'intérieur de l'individu, donc, des lignes de fracture partagent cet individu. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, le monde 1, nous sommes dans un monde 1, n'est plus un monde commun. Et ça, à ma connaissance, aucun intellectuel du passé n'avait pu prévoir une telle chose, qui est proprement paradoxale, au sens très fort du terme, c'est-à-dire qui contredit frontalement l'idée immédiate qu'on peut se faire de l'objet. Voilà donc très rapidement, et même peut-être trop rapidement, enfin, ce que j'avais à dire sur cette question, qui est une question très vaste. C'est difficile de résumer tout ça quand même. Oui, franchement. Donc j'ai dû passer un certain nombre de choses, mais enfin, j'ai essayé de ne pas être trop infidèle à moi-même. Voilà.